Bonjour à tous, c'est la première fois que je prends la parole au nom de l'agence You Agency. On va essayer de faire quelque chose d'assez simple, d'assez détente. Pour autant, je préfère prévenir de suite, ça va vraiment être une vidéo où je vais quand même parler assez longuement. Je vais essayer de voir pour structurer la vidéo, faire des chapitres. Mais sinon voilà, ça peut aussi être écouté en mode podcast, il n'y a aucun souci là-dessus. Je me présente un petit peu, je m'appelle Cilia, je suis la directrice et fondatrice de You Agency, l'agence spécialisée dans le marketing d'influence et notamment dans le milieu équestre. Pour vous contextualiser un petit peu, You Agency a une double casquette puisque c'est une agence qui à la fois accompagne des talents, c'est-à-dire donc les créateurs de contenu, et c'est également une agence qui accompagne des marques dans leur stratégie de marketing d'influence. Elle peut donc aussi être amenée à travailler avec d'autres talents qui ne sont pas ceux qui sont rattachés exclusivement à l'agence. Tout d'abord, pourquoi j'ai lancé l'agence ? J'ai monté cette agence puisque j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient, mais aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le milieu équestre. Faut savoir que la filière équestre, c'est vraiment une filière qui est assez en retard si on compare avec la grande distribution, le lifestyle, etc. Et spécifiquement dans le digital, et forcément dans l'influence qui est une des spécificités de la communication digitale. Cette dernière année, j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre. Je ne me suis jamais mise en avant, je n'ai jamais montré mon visage sur le compte de l'agence. Et quand j'ai vu les réactions à un set de story que j'ai posté récemment, je me suis dit ok, je crois qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à partager. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la valeur qu'ils ont, autant les talents que les marques. Et j'ai posé la question sous quel format vous voudriez que ce soit, et pas mal m'ont répondu en vidéo, et notamment au format vidéo longue, format YouTube. Donc nous voici. Enfin, je dis nous, mais là, je suis toute seule. Bon, en vrai, ça va pas durer très longtemps, puisque une nouvelle personne nous rejoint pour travailler chez You Agency, pour aider davantage au développement de l'agence, donc je vous en parlerai plus tard. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été régulièrement posées, soit au travers donc, du compte Instagram de l'agence, soit par des proches de mon entourage, quand je leur parle de mon activité. Pourquoi le marketing d'influence a-t-il du mal à être pris au sérieux dans le milieu équestre ? Quel est l'intérêt de travailler avec des créateurs de contenu ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler avec eux d'ailleurs ? Les marques ont-elles un retour sur investissement lorsqu'elles font du marketing d'influence ? Est-ce qu'un influenceur peut réussir à vivre de son contenu ? Et ensuite, on va vraiment aborder un gros sujet qui va être notamment tout ce qui est rémunération, puisque c'était le sujet que j'abordais notamment en story et qui avait fait pas mal réagir. Pourquoi certaines marques ne veulent pas rémunérer des créateurs de contenu ? Je vais aussi vous donner un petit tips pour vous aider justement à refuser des collaborations qui ne sont pas rémunérées. Je vais vous parler d'un concept qui est extrêmement important à mon sens à ce stade dans le développement de l'influence dans le milieu équestre. Ça va être vraiment le concept de cercle vicieux vs cercle vertueux. Et bien écoutez, on va essayer de commencer de suite puisque je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Est-ce que je lance un pari de suite à la moitié du montage ? On essaye de faire en sorte que cette vidéo dure moins de 30 minutes. Bon allez, c'est parti. Pourquoi le marketing d'influence a encore du mal à être pris au sérieux dans le milieu équestre ? Faut savoir que le milieu équestre, c'est un milieu qui est très traditionnel, très ancré. Beaucoup le savent ou beaucoup l'ont constaté, le milieu équestre est un milieu qui est en retard. Et de fait, la communication, que ce soit celle des marques, des événements, des associations, enfin de tous les acteurs de la filière, même les institutions, leur communication se doit quand même d'évoluer avec son temps. Et donc pour répondre à la question, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de marques qui n'ont pas compris la différence entre faire un cadeau et avoir une campagne marketing vraiment structurée. Je dis pas que c'est uniquement leur faute, je pense surtout aussi qu'il y a un énorme manque de pédagogie, que ce soit autant envers les marques, quand je vais dire les marques, vraiment ça englobe beaucoup de monde, hein. C'est vraiment tous les acteurs de la filière qui peuvent avoir besoin de communiquer. Et donc autant les marques que les créateurs de contenu, d'où la raison de cette vidéo. Quel est l'intérêt de travailler avec des créateurs de contenu ? Alors, il y en a énormément. Comment essayer de répondre à cette question de manière la plus structurée possible ? Il y a des marques, par exemple, qui vont aller sur des événements pour aller au contact de leur public, de leur cible. Il y en a qui vont communiquer dans des magazines pour venir notamment travailler leur image, leur positionnement. À l'inverse, le créateur de contenu, lui, va vraiment venir marquer le coup en apportant de l'authenticité. Il permet aussi tout simplement de pouvoir faire la démonstration d'un produit, et c'est là où la publicité classique peine à convaincre. Avec un créateur de contenu, pour faire court, on peut, si vous voulez dire influenceur, mais on parle plutôt de créateur de contenu ici. En fait, le créateur de contenu et donc l'influence, ça vous permet d'humaniser votre communication grâce à une personne réelle, un vrai humain, et donc grâce à ça, ça va vraiment générer un lien émotionnel beaucoup plus fort.
Après, dans les autres raisons, évidemment, enfin, ça me paraît logique, mais je pense qu'il faut peut-être ressouligner ça. Un influenceur, il a une audience qui s'identifie énormément à lui, qui va lui faire confiance. Et donc, ça aide à renforcer la confiance et l'engagement envers les marques partenaires qui vont travailler avec eux. Ça permet aussi à ces marques de profiter de contenu vraiment donc, authentique, comme je le disais tout à l'heure, et vraiment personnalisé. Ce qui permet donc de faire une mise en avant, entre guillemets, moins commerciale. Ça fait moins pub. Bon, après, tout dépend les contenus, mais vraiment, le but de travailler avec un influenceur, c'est essayer d'intégrer le produit ou le service qu'on veut mettre en avant à sa vraie vie. Donc on le fait par rapport à ses besoins, etc. Et c'est notamment comme ça qu'il va en parler le mieux. Pour vous raconter une petite anecdote, personnellement, moi, la publicité, j'adore ça depuis que je suis toute petite. Vraiment, quand j'étais petite, mon rêve, c'était de faire des pubs, notamment les pubs à la télé. J'estime être une personne qui est très peu impactée par la publicité, influencée par la publicité, entre guillemets. Néanmoins, personne ne peut être totalement hermétique à la publicité. C'est impossible, sinon on n'en ferait pas, et sinon ça n'existerait pas. Donc, quand je vois des créateurs de contenu qui font de la publicité, je le vois, j'en ai conscience, je le sais. Et justement, en plus, j'adore quand ils le font, puisque ça me permet de voir, et j'aime beaucoup voir leur créativité, voir de quelle manière ils vont réussir à mettre en avant un produit. Très peu de publicités ont un impact sur moi, que ce soit des affichages dans le métro, ok, je vais le voir, mais il m'en faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et même si je suis plutôt très calée en termes de publicité, etc., à me dire, ok, je vais pas acheter tout et n'importe quoi, et ça c'est vrai, parce qu'il faut savoir que j'ai l'achat difficile, je peux mettre 1 an avant de passer à l'acte d'achat personnellement. Mais en attendant, c'est l'influence qui me convainc. Ce micro, la caméra, réseaux sociaux, influenceurs, créateurs de contenu. Et c'est pas une affiche dans le métro parisien qui m'aura donné envie de l'acheter. C'est quelqu'un qui m'aura fait la démonstration du produit. C'est la démonstration, c'est de voir des gens en qui j'ai confiance parler de certains produits. Et l'influence, on va vraiment venir toucher l'authenticité, puisqu'il y en a beaucoup, hein, notamment dans le milieu équestre, s'ils parlent de produits, c'est parce qu'ils ont des besoins. Je sais pas, une paire de bottes, ils ont leur paire de bottes qui a lâché, ils ont une nouvelle paire, et voilà, ils ont cherché à avoir une nouvelle paire. S'ils vous parlent d'une paire de bottes et que c'est une collaboration commerciale, voilà, ils avaient besoin de cette nouvelle paire de bottes, s'ils l'ont, et s'ils montent avec, c'est qu'ils la trouvent vraiment bien. En fait, ils sont pas là à vous inciter à l'acheter, ils vont vous donner leur avis. Après, vous le prenez pas, etc. Mais tout ça, ça participe à la communication globale d'une marque. Et les avis, c'est super important. Et les influenceurs, voilà, ils donnent leur avis. Chez You Agency, déjà, on impose 0 collaboration. Ça, c'est une première chose et une règle absolue. Mais de 2, voilà, on laisse le temps aux créateurs de tester les produits, ça, c'est pareil, c'est un incontournable aussi. Et on n'en parle que s'ils en sont réellement contents. Bref, l'influence, ça fonctionne. Donc là, on va aborder vraiment une des grosses parties de la vidéo. Les marques ont-elles un retour sur investissement avec les créateurs de contenu? Alors, c'est un très grand sujet. Mais je peux vous donner la réponse de suite. Voilà, je vous spoil d'avance. Oui. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la communication de manière générale et notamment l'influence, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à mesurer. Puisque quand on veut calculer un retour sur investissement, le ROI comme on l'appelle, il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte puisque la communication, ça doit vraiment se réfléchir de manière globale. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je répète, la clé, c'est la récurrence. Et notamment la règle des 7 points de contact. Vous connaissiez pas la règle des 7 points de contact ? Cette règle, ça veut simplement dire qu'en moyenne, un consommateur doit être exposé 7 fois à une marque avant d'avoir envie de passer à l'acte d'achat. Ce qui paraît en soi logique, plus un consommateur voit une marque, plus celle-ci devient familière et digne de confiance, entre guillemets. Et ça, si vous en doutez, je pense pas qu'il y aurait autant de supports de communication et de publicité qui existeraient aujourd'hui. Ça, c'est... Voilà. Quand on voit que même les WC, les toilettes d'un événement deviennent des supports de communication pour des marques, par exemple, voilà, pour ceux qui connaissent, sur des salons type Equitalion, le Jumping de Bordeaux, etc., vous allez dans les toilettes et vous avez des affiches collées aux portes. En vrai, c'est extrêmement intelligent. En général, vous avez que ça à faire quand vous êtes aux toilettes, vous lisez ce qu'il y a devant vous. Voilà. C'est un point de contact différent. Puisque du coup, dans ces 7 points de contact, ça peut englober énormément de choses. Ça peut être la communication organique de la marque, donc ses réseaux sociaux. Bon, pour ça, il faut déjà être abonné à la marque. Ou sinon, ça peut être la publicité que la marque va mettre en place via Meta, donc les ads sur Instagram, même sur TikTok, etc. De la pub sur Google, de la publicité dans des médias. Évidemment, de l'influence. Mais un influenceur, c'est un point de contact. S'il travaille avec plusieurs influenceurs, ça fait plusieurs points de contact, etc. Plus on multiplie les points de contact, plus on a de chance que le consommateur finisse par passer à l'acte d'achat. Donc en gros, si vous avez la possibilité de multiplier, de diversifier vos points de contact, go, go, go.
Donc pour en revenir à la question, ça va vraiment en revanche être très difficile de mesurer la performance de tel ou tel point de contact par rapport au chiffre d'affaires global qui a été généré. Après, dans l'influence, on peut, entre guillemets, tracer certains points de contact. Par exemple, avec des liens de tracking, et encore, mais bon, au moins ça permet de connaître le trafic sur un site internet qui est généré par tel ou tel influenceur. Ensuite, il y a les codes promo, bon, c'est un bon moyen pour mesurer la pertinence. Et encore, je vais mettre vraiment un gros warning, attention aux codes promo, s'il vous plaît. Parce qu'à mon sens, ça peut poser problème quand vous avez plusieurs influenceurs pour la même marque qui ont des codes promo, certes, dédiés à chacun. Certes, il y a un influenceur qui génère 300 ventes par mois versus un autre qui génère 5 ventes par mois. Bon, on va se dire, ok, celui-là est peut-être plus pertinent que celui-ci par rapport à notre cible, etc. Mais sur des stats similaires, il y a vraiment énormément de choses qui rentrent en compte. On peut pas simplement mesurer les résultats d'une marque par la simple utilisation des codes promotionnels. On va prendre un exemple, on va prendre l'exemple d'une marque qui permet de commander des toiles personnalisées à accrocher au mur. D'ailleurs, ça serait bien qu'il y en ait derrière là, parce que on est un peu sobre aujourd'hui. Et donc c'est une marque qui va avoir des offres promotionnelles et elle va communiquer au travers de plusieurs créateurs de contenu équestre, et ce sur la même période. Ok, la première fois qu'on voit passer une story ou un post qui fait mention de cette offre, on va se dire ok cool, je retiens, bon voilà, sans plus. Deuxième fois, on voit passer l'offre, on se dit ah pas mal, on va sur le site, on regarde, faut venir télécharger une photo, on n'a pas encore choisi quelle photo on voulait, on s'en va, on a vu à quoi ça ressemblait, mais ça a demandé trop d'efforts sur le coup. Autre contenu d'un troisième créateur qu'on voit passer, ok là on enregistre le contenu, on dit ok faut que je m'en souvienne, on se le note dans une liste à acheter. Je sais que ça c'est quelque chose que je fais régulièrement, notamment sur TikTok ou Instagram, dès que je vois des éléments qui me plaisent, je vais enregistrer la publication, je vais la mettre dans une catégorie shopping, idées cadeaux, choses comme ça, et hop je continue, parce que sur le coup je suis pas en mode je vais acheter, et après je reviens dans ces enregistrements. Donc c'est pour ça que l'enregistrement a une grosse valeur quand même. Bon voilà, on a enregistré la publication, mais encore une fois on n'a pas acheté quoi, et on voit encore un nouveau contenu qui parle de cette même offre, et là on se dit ah ouais c'est vrai, bon bah là on a l'ordi en face, on avait déjà finalement un petit peu réfléchi à la photo qu'on voulait, on a la CB qui est juste à côté, bim on achète. Et là, on va utiliser le code promo du dernier influenceur qu'on a vu. Sauf qu'en réalité, ce sont les 4 influenceurs ensemble qui ont participé à l'acte d'achat. Mais en fait, à la fin, avec le code promo, il n'y en a qu'un seul qui en aura les mérites et le bénéfice. C'est en ça que je dis, voilà, l'utilisation des codes promo, ok, mais on peut pas mesurer l'efficacité d'une campagne juste uniquement avec ça. Et c'est d'ailleurs le problème de l'affiliation. C'est la même chose. C'est délicat. Puisque, pour vous faire un petit point à tous, comme ça, vraiment, on a tous le même niveau, entre guillemets, d'information. Dans l'influence, en général, vous allez avoir 3 types de rémunération. La rémunération en nature, c'est-à-dire le gifting, les fameux cadeaux, les produits gratuits que les marques peuvent envoyer. La rémunération financière, on perçoit une somme d'argent pour réaliser un contenu. Et ensuite, la rémunération par affiliation. Donc là, en général, on va percevoir une commission sur les ventes générées via un lien dédié, par exemple, ou des codes promo. Et d'ailleurs, dans l'affiliation, soit ça va être des commissions sur des ventes ou un certain montant par vente. Et encore, il y a des marques qui fonctionnent par affiliation, mais en donnant des bons d'achat en termes de commission. Mais du coup, c'est toujours pas rémunéré financièrement. C'est-à-dire que c'est des bons d'achat, donc finalement, c'est du gifting, à mon sens. Donc voilà, pour en revenir donc à l'affiliation, à mon sens, on ne peut pas se baser uniquement sur l'affiliation pour rémunérer un créateur de contenu quand on souhaite qu'il fasse la promotion d'une marque, puisqu'il y a énormément d'autres choses qui vont rentrer en compte dans le process d'achat d'un consommateur, puisqu'il va y avoir donc la qualité du site, le parcours client, est-ce que donc il n'y a pas de bug, est-ce qu'il n'y a pas de problème de stock sur tel ou tel produit, et donc tout ça, ça va être des problèmes qui vont être inhérents au créateur de contenu et qui vont bloquer l'achat final. Donc, si on résume, le créateur de contenu, lui, il aura fait son boulot, il aura fait sa vidéo, elle l'aura même donné envie d'acheter, mais derrière, le produit ne sera pas acheté pour X ou Y raison, et ça sera pas du tout à cause du créateur de contenu que vous l'avez pas acheté, et donc lui, il sera pas rémunéré. Tout ça pour dire qu'on peut pas se baser uniquement sur l'affiliation. Enfin, vous voyez bien la non-logique de la chose, typiquement. Enfin, ça peut arriver en bonus, et encore, ça va dépendre de la base fixe de rémunération. Après, c'est mon avis. Donc bon, en attendant, je me suis extrêmement éloignée de la question initiale qui était est-ce que les marques ont vraiment un retour sur investissement quand elles font du marketing d'influence dans le milieu équestre ? Bon, la réponse est oui. Le retour sur investissement, il est bon. Il est même extrêmement bon. Et le ROI, il peut se calculer notamment via l'EMV. Mais c'est quoi l'EMV ?
Learn Media Value. En français, ça signifie l'équivalent en valeur publicitaire. En gros, le MV, ça correspond à ce qu'un créateur de contenu peut générer de manière organique en termes d'interaction sociale par rapport à ce que vous dépenseriez en publicité. Là, je vous ai perdu. En gros, le MV, ça estime le prix que ça vous aurait coûté pour obtenir les mêmes interactions. Donc là-dedans, on va comprendre tout ce qui va être le nombre de vues, nombre de likes, nombre de commentaires, nombre de partages, etc. etc. Donc toutes ces interactions-là que peut générer une publication. Le MV permet donc d'estimer le prix que ça vous aurait coûté via une opération médiatique pour obtenir le même résultat. Ok, bon, on va essayer de faire plus simple, on va prendre un exemple. C'est le même que j'avais pris notamment sur Instagram parce que j'ai déjà fait une publication à propos de ça. Vous pouvez aller l'enregistrer d'ailleurs, c'est le compte Yo Agency. Par exemple, dans le cas de Squeezie, je pense que vous connaissez tous Squeezie, rassurez-moi. Le MV pour un post Instagram de Squeezie était estimé à 684 000 €. C'est pas le prix du post de Squeezie. Ok, attention, je connais pas les prix de ses posts. Faudrait que je demande, peut-être son kit média d'ailleurs. Sait-on jamais, peut-être il peut faire de la pub pour l'agence. Bon, ça servirait pas à grand chose, mais bon, voilà. Ça serait drôle, non? Est-ce que vous voulez pas avoir Squeezie monté à cheval? Ça vous dit? Ça vous chauffe? On tente le truc ou quoi? Bref, revenons-en à nos moutons. 684 000 € le MV pour un post de Squeezie. Ça veut simplement dire que si vous bossez avec lui sur ce format-là, ça vous apportera une valeur publicitaire équivalente à 684 000 € dépensés en publicité Instagram. Donc pour avoir un bon EMV sur une collaboration avec un créateur de contenu, il faut que l'EMV de cette campagne soit supérieur à ce que vous avez payé pour faire cette campagne avec ce créateur de contenu. Et je peux déjà vous dire que très facilement atteignable d'avoir un extrêmement bon EMV dans le milieu équestre. J'avais eu l'occasion de pouvoir calculer l'EMV de certaines campagnes réalisées via Yo Agency. Si on prend un exemple, allez, part sur un équipementier équestre, 3 profils de créateurs de contenu, chacun une vidéo. Le MV total sur la période a été estimé à, attention, roulement de tambour, 82 800 €. Et je vous assure que c'est absolument pas ce qu'a payé la marque pour avoir ces 3 vidéos-là. Sinon, on serait tous millionnaires. Bon, merci Cilia. Une fois qu'on a parlé de MV, comment on en revient au retour sur investissement? Bon, celle-là, c'est assez simple. À partir du moment où on a le MV, on peut très facilement calculer le retour sur investissement. Il suffit de voir le prix initial de la campagne. Voilà, je peux vous dire qu'en général, sur les campagnes équestres, on est à plus de 1000%. Oui. 1000, vraiment 3 0. C'est le minimum. On a déjà fait 6000% de ROI sur des campagnes. Bon, après, là, c'est quand il y a des vidéos qui vont buzzer. Et ça, on peut pas forcément le prévoir, l'anticiper. Donc ça, c'est des très bonnes surprises, autant pour nous que pour la marque. Donc, la réponse est oui, l'influence permet un extrêmement bon retour sur investissement pour les marques. Alors évidemment, il peut y avoir des campagnes qui flopent totalement, qui fonctionnent pas, etc. Personnellement, j'en ai pas vu une seule. Faut venir bien choisir les profils avec qui on a envie de travailler, la pertinence des créateurs, voir s'ils sont vraiment en adéquation avec la marque, avec les valeurs, avec les objectifs, avec là où vous souhaitez aller avec votre marque. Je tiens vraiment à souligner ça pour les marques, mais aussi pour les créateurs de contenu qui peuvent être novices ou quoi que ce soit, ou pas d'ailleurs. Il ne faut surtout pas que tout le chiffre d'affaires d'une marque ne repose que sur les épaules d'un seul créateur de contenu. Il faut une réelle stratégie. La 4e question que j'avais notée, et qu'on m'a d'ailleurs beaucoup posée, et c'est notamment des marques qui me posaient cette question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler avec des influenceurs? Bah non, Michel. Non, ça vaut pas le coup. Je me suis vraiment embêtée à monter une agence d'influence pour rien. Oui, ça vaut le coup de travailler avec des influenceurs, clairement. Comme voilà, je l'expliquais avant, le retour sur investissement, il est bon. Mais après, il faut vraiment avoir une stratégie marketing globale. Et moi, je ne suis pas directrice marketing de la marque. Et encore, mais dans ces cas-là, on part juste sur un autre type d'accompagnement, ça peut s'entendre. Et voilà, si je dois faire une sorte de mini-conclusion à cette partie-là, pour moi, vraiment, l'influence, c'est un levier, un outil incontournable aujourd'hui. D'autant plus dans un secteur niche comme le nôtre. Bon, on est déjà sur beaucoup de blabla, mais là, on va vraiment aborder une des parties les plus importantes, et notamment celle qui questionne le plus. On va parler de la rémunération. Et je vais essayer de répondre à une question qui peut revenir régulièrement, qui est pourquoi certaines marques ne veulent pas rémunérer les contenus d'influence. J'ai bien dit ne veulent pas et non ne peuvent pas, parce qu'il y a une différence. Si elles ne rémunèrent pas, c'est soit par méconnaissance ou soit par habitude. Il y a encore cette idée fausse que c'est bon, ça va, c'est juste une story, c'est juste un post. Sauf que pour faire un contenu qui a cette visibilité-là, c'est énormément de travail pour un créateur de contenu. Autant tout le travail en amont pour avoir réussi à construire cette audience qu'on offre entre guillemets aujourd'hui à la marque, autant le travail pour réaliser la collaboration. Donc là-dedans, on va compter tout ce qui va être la réflexion, les échanges avec la marque, le script, le tournage, qui d'ailleurs dans le milieu équestre est un petit peu
moins facile que dans d'autres milieux, puisqu'on va beaucoup dépendre de l'animal ou même de la météo. Le montage, la validation, l'écriture des légendes, la modération, etc., etc. Et tout ça, c'est du temps. C'est sûr que pour le coup, l'agence, elle intervient sur certains de ces aspects-là et ça permet vraiment de faciliter et de fluidifier la campagne, puisqu'il faut quand même réussir à bien comprendre les attentes, les objectifs de la marque, pour ne pas se retrouver avec des déceptions mutuelles à la fin. Donc il faut savoir que la mise en avant d'une marque lors d'une collaboration, ça prend du temps et parfois aussi de l'argent, puisque y en a qui vont faire appel à des photographes, à des vidéastes, etc. Et tout ça, ça a un coût. Donc finalement, quand on englobe tout ça, tout ce dont on a parlé avant, vous verrez qu'à la fin, finalement, les tarifs de l'influence équestre sont vraiment bien en dessous de leur valeur réelle. Là, je m'adresse de manière générale à tout le monde, mais quand on fait de la pub à la télé, à la radio, dans un média, quand on fait appel à un vidéaste, un photographe ou même un community manager pour créer du contenu pour une marque, ces gens-là, ils sont payés pour leur travail. Et ben les créateurs de contenu, ça devrait être pareil. Donc derrière s'ensuit une question qui paraît finalement logique. Pourquoi la rémunération est importante ? Tout simplement parce que vous mettez à disposition d'une marque votre image. Il n'y a pas tout le monde qui est ok de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Alors certes, vous publiez déjà, vous, du contenu avant, mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est du temps, c'est du travail, etc. Donc ça se rémunère. Et d'ailleurs, un petit point, que vous fassiez des collaborations gratuites ou rémunérées, si une marque veut d'ailleurs utiliser votre contenu dans des publicités supplémentaires, plus globales sur les réseaux sociaux, ou par exemple utiliser une de vos photos sur un stand lors d'un événement, c'est ce qu'on appelle cession de droit d'image. Et tout ça, ça se paye puisque c'est en dehors du cadre initial de la collaboration qui avait été prévue. Donc la rémunération est importante, ne serait-ce que par principe. Faut aussi se dire que vous, en tant que créateur de contenu, vous avez pu investir dans du matériel, je sais pas, un micro, une caméra, ou ne serait-ce même juste un bon smartphone, un bon téléphone pour filmer. Et pourquoi vous avez acheté un bon téléphone pour filmer, même si c'est pas votre métier principal? Parce que vous créez du contenu sur les réseaux sociaux et que vous voulez des contenus de meilleure qualité. Mais ça, les marques, elles en profitent du coup quand elles collaborent avec vous. Et c'est vous qui avez investi. Et c'est surtout que la rémunération, ça vient vraiment professionnaliser l'ensemble du secteur. Au travers d'une publication, un créateur de contenu, il vient vendre de l'attention, de la confiance, de l'engagement. Et ça, c'est des ressources qui sont rares aujourd'hui et qu'on n'a pas via d'autres types de publicité. Il y a que l'influence qui permet ça. Donc ça a un prix, forcément. Donc si je dois un petit peu revenir encore une fois sur ce que j'ai déjà dit en story, et c'était d'ailleurs un des sujets qui avait fait beaucoup réagir, donc sentez-vous légitime de demander une rémunération. Comment calculer la rémunération d'un créateur de contenu ? Bon, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu, ça peut même faire l'objet d'une autre vidéo, mais par exemple, les tarifs des créateurs de contenu de l'agence, ils varient selon leur performance. À un moment donné, ils ont une baisse de leur performance, on baisse les tarifs. S'ils ont une hausse, les tarifs remontent. Évidemment, sur les partenariats à long terme, il va y avoir des tarifs qui vont être un petit peu plus intéressants pour les marques, puisque c'est aussi des paris sur l'avenir. En général, pour tout vous dire, les paris sont gagnants. Forcément, à partir du moment où on s'associe à un créateur de contenu, par exemple en septembre 2024, et que ce créateur-là prend à peu près, je sais pas, 20% d'augmentation d'abonnés tous les mois, vous aurez eu le même tarif pendant toute l'année, pendant 12 mois, sauf qu'à la fin, vous touchez une audience qui vaut beaucoup plus. Et en vrai, c'est le jeu, et c'est vraiment avec grand plaisir, puisque on vient remercier la confiance que la marque a accordée à ce créateur-là dès le départ. Il faut savoir que le tarif d'un créateur, il dépend pas non plus que de son nombre d'abonnés, parce que parfois, il y en a qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui ont un taux d'engagement très faible. Et ça, par exemple, si moi j'étais une marque, ça va pas m'intéresser. Je préfère toucher moins de personnes, mais des personnes qui vont être beaucoup plus engagées, que toucher une énorme audience, mais des gens qui voient très peu les contenus ou qui réagissent peu, etc. D'ailleurs, attention aux faux abonnés. Les faux abonnés, du coup, ça se voit, ça fait vraiment baisser vos taux d'engagement, et personnellement, moi, je le capte direct. Je sais qu'il y a certaines marques qui font pas spécifiquement attention, c'est d'ailleurs aussi à ça que sert une agence. On vous accompagne là-dessus. Donc, le tarif d'un créateur de contenu, certes, oui, il va quand même dépendre du nombre d'abonnés, puisque ça représente quand même son audience globale, ça va dépendre aussi de son taux d'engagement, ça va dépendre du secteur. Normalement, plus un secteur est niche, plus les tarifs vont être élevés. C'est absolument l'inverse dans le milieu équestre, mais bon, le tarif va aussi dépendre de la qualité des vidéos qui vont être produites, ça va dépendre des formats, si c'est une story, un post, une vidéo, un jeu concours ou un meet-up. Et oui, jeux concours et meet-up sont de la mise en avant de marque. Une marque qui vous contacte pour faire un jeu concours, c'est pas juste parce qu'elle vous aime bien. Si elle vous contacte pour faire un jeu concours, c'est parce qu'elle est intéressée par votre audience et qu'elle veut récupérer vos abonnés. C'est pas négatif, mais ça se paye, c'est la même chose. Et c'est pareil pour un meet-up, parce qu'un meet-up, qu'est-ce que vous faites ? Vous ramenez du monde sur le stand de la marque. Et vous offrez à la marque cette possibilité de pouvoir communiquer facilement, d'entrer en contact physique, entre guillemets, avec
des prospects. Et ça a une grande valeur. Et pareil, sur des déplacements, par exemple sur des événements, un événement qui va vous demander de faire du contenu en amont ou du contenu pendant, c'est du travail. Donc en soi, il n'y a pas de minimum, entre guillemets, d'abonnés, parce que c'est une question qu'on m'a posée, pour demander une rémunération. Puisque dans tous les cas, vous passez du temps à créer du contenu. C'est comme, entre guillemets, les créateurs UGC, qui vont créer du contenu pour des marques. Alors ça va pas être forcément le même type de contenu que des influenceurs, entre guillemets, parce qu'on peut être créateur UGC avec 0 abonné. Créateur UGC, il faut juste être en capacité de savoir réaliser des vidéos de mise en avant de produits, de services pour des marques. Et ça, ces vidéos-là, elles sont rémunérées. Donc pourquoi vous, avec 10 000 abonnés, vous seriez pas rémunéré ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je comprends que c'est pas du tout évident de réussir à se vendre soi-même. Donc après tout ce que je viens de dire, à la question est-ce que c'est normal de recevoir un produit gratuit en échange d'une campagne, la réponse est non, sauf si c'est clairement défini au départ. Je m'explique. C'est ok d'accepter un gifting. D'ailleurs, petit aparté, un gifting, un cadeau qu'on vous offre, c'est de la rémunération en nature et ça se déclare. Voilà, vous payez des impôts, vous êtes imposé sur cette rémunération en nature. Ça peut être ok d'accepter du gifting. De toute façon, ça va vraiment être du cas par cas et des échanges avec la marque. Mais ce que je dis en général, c'est que la marque ne peut pas vous imposer des éléments à faire autant sur le fond et sur la forme. Vous envoyez un brief précis si elle ne vous rémunère que en gifting. On reprend encore ce dont j'ai parlé avant. C'est du réel travail. Du moment où une marque a des réels attentes envers vous en termes de communication, de brief, etc. Voilà, c'est un travail et faites-vous rémunérer pour ça. Par exemple, dans le lifestyle, il y a beaucoup de marques qui vont envoyer des produits à beaucoup de créateurs de contenu, mais ils n'ont absolument pas l'obligation d'en parler. S'ils aiment bien le produit, ils en parleront naturellement. Bon, j'avais dit en début de vidéo que je donnerais un petit tips pour ceux qui ont du mal à savoir quoi répondre à une marque qui va les contacter pour des collabs entre guillemets donc gratuites, avec juste du gifting. Vous pouvez répondre par exemple par mail, par message. Merci pour la proposition, je suis très honorée que vous pensiez à moi. Aujourd'hui, je privilégie les collaborations rémunérées pour le temps passé à la création de contenu en adéquation avec vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers moi si un budget est prévu ou si un budget se débloque. Donc voilà, au moins cette réponse, elle est professionnelle et elle laisse la porte ouverte. Et on arrive à la fin des questions, puisqu'une grande question submerge le milieu. Est-ce qu'un créateur de contenu peut vivre de son contenu ? Je parle dans le milieu équestre, précisément. La réponse est oui. Enfin, faut savoir évidemment que cette notion va dépendre de chacun. On n'a pas tous la même notion de combien d'argent il nous faut pour vivre. Il faut savoir que dans le milieu équestre, en plus, on peut pas vivre avec le même montant mensuel qu'une personne qui n'a pas de chevaux à sa charge, par exemple. Parce qu'évidemment, la pension, les frais vétos, etc., voilà, c'est des coûts. Donc, c'est pour ça que c'est très ambivalent. C'est que vraiment, le milieu équestre coûte cher, ça, tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté. Et les influenceurs équestres sont bien moins payés que des influenceurs dans le lifestyle, par exemple. Mais vraiment, la différence de coût de campagne est flagrante. Donc oui, vous, créateurs de contenu, vous pouvez totalement en vivre. Après, quand je dis vous, c'est pas tout le monde, évidemment. Comme dans le milieu classique, tout le monde n'en vit pas non plus. Mais oui, ça peut devenir un métier à plein temps. Et d'ailleurs, je travaille avec certains créateurs dont c'est le métier à plein temps. Bon, et là, on va aborder ma partie favorite de cette vidéo, qui est clairement le cercle vicieux vs le cercle vertueux. J'ai régulièrement échangé avec plusieurs créateurs à ce sujet qui pouvaient me dire j'ai du mal à me faire rémunérer. Mais la question, c'est pourquoi ? Est-ce que tu continues à accepter les collaborations gratuites ? Et là, parfois j'entends bah oui, parce qu'en fait, si je refuse, c'est sûr que la marque va aller voir d'autres créateurs qui, eux, vont accepter, et voilà. Alors, oui, je suis d'accord, et la marque aura bien raison de faire ça, elle va tenter. Mais c'est sûr que si tout le monde pense comme ça, on reste dans ce cercle vicieux, et on n'évoluera jamais sur la rémunération. Et le cercle vertueux, c'est si tout le monde se met à demander une rémunération à sa juste valeur, bah vous serez tous rémunérés. Parce qu'il y aura plus le choix. C'est déjà le cas, voilà, des médias, des pubs. Je veux dire, je pense qu'il n'y a aucune chaîne télé qui accepte de passer des spots publicitaires gratuits. Et parce que toutes demandent de l'argent. Si on a une qui commence à le faire gratuitement, bah c'est sûr que ça plombe entre guillemets le marché. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, j'ai récemment écouté un podcast qui parlait de ça, d'une créatrice de contenu équestre qui s'appelle sur les réseaux sociaux Mais Allo Mag. Je vous mettrai éventuellement le lien en légende, vous pourrez aller écouter puisqu'elle en parle très bien et pourtant aujourd'hui elle doit avoir que entre guillemets 17 000 abonnés sur Instagram. Après, je vous blâme pas d'accepter de temps en temps des giftings si vous avez une marque de rêve, un besoin de produits spécifiques, etc. Mais c'est vraiment du cas par cas. Il y a encore certains créateurs qui acceptent le gifting, mais en général, ils le font soit par manque d'informations, d'assurance ou de structure. Oui, parce que pour rappel, quand on est créateur de contenu, évidemment, même pour des giftings, il faut avoir une entreprise. Attention. Et d'autres le font aussi, et je le comprends, parce qu'ils se sont flattés d'être approchés par de telles marques. Mais
faut se poser la question, pourquoi elles vous approchent? Mais parce qu'elles veulent que vous leur fassiez de la publicité. Et donc il y a des créateurs de contenu qui eux refusent catégoriquement le gifting et qui s'y tiennent dans le but de tirer le secteur vers le haut, puisque ça finira par profiter à tout le monde. Petit aparté d'ailleurs pour les marques, faut pas penser qu'on est là pour prendre absolument tout votre argent, etc. Loin de là. C'est vraiment juste que faut savoir que ça profitera vraiment à tout le monde. C'est vraiment que bénéfique. Je dis ça pour éduquer vraiment autant les créateurs de contenu que les marques. À chaque fois qu'un créateur de contenu va accepter de travailler gratuitement pour une marque, ça va devenir la norme pour celle-ci. Alors que non. Faut se dire que la rémunération, elle a pour objectif de valoriser le travail du créateur, la qualité des campagnes et la perception du métier. En gros, on vient donner de la crédibilité à l'ensemble du secteur, et à long terme, ça permet de créer des carrières plus durables, des contenus beaucoup plus professionnels et des résultats encore plus solides pour les marques. Puis il faut savoir que derrière, l'image de la marque, elle est valorisée aussi grâce à tout ça. De fait, la partie vertueuse, c'est que si l'influenceur il est rémunéré, il va pouvoir se servir de cette rémunération pour réinvestir dans sa création de contenu. Par exemple, faire appel à des caméramans, etc., mettre en place des gros projets qui nécessitent des déplacements, etc., etc. Pour que ces projets voient le jour, il faut bien que l'argent y rentre quelque part. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un autre sujet qui là va concerner vraiment tout le monde. Faut savoir que tous les contenus créés sont mis à disposition gratuitement pour vous. C'est pas comme Netflix ou Prime Video ou quoi que ce soit, vous payez rien, je veux dire, pour regarder tous ces contenus-là. Alors certes, les créateurs de contenu, ils vont créer ces contenus-là pour eux, parce que c'est quelque chose qui les anime et qu'ils adorent faire, mais aussi pour vous, c'est pour ça que c'est réellement important de les soutenir. Et comment les soutenir? J'ai une petite idée, et qui en plus, spoiler, ne coûte strictement rien. Comment soutenir au mieux un créateur? C'est tout simplement de venir poser un like, écrire un petit commentaire, republier une vidéo par exemple sur TikTok, la partager en story. Faut se dire que voilà, mettre un like sous une vidéo, ça ne vous coûte rien. Et faut se dire que les créateurs de contenu sont extrêmement sensibles à ça. C'est un petit peu, c'est leur essence, c'est leur gasoil, c'est leur diesel, peu importe, mais oui, ils regardent leurs statistiques. Alors certains, il faut qu'ils s'en éloignent un petit peu parce que après ça peut miner vite le moral. Ils vont regarder et c'est ça qui les motive. Par exemple, moi, j'ai de plus en plus le like facile. Je vois une vidéo qui est très bien réalisée, je mets mon like. Et par exemple sur TikTok, là j'y pense hier, voilà, je vois une vidéo, elle est top, voilà, je la regarde attentivement, etc. À la fin de la vidéo, hop, je scroll, puis hop, j'ai mis 2 secondes, j'ai fait hop hop hop, et je suis revenue sur la vidéo et j'ai mis mon like. En fait, faut se dire qu'un like, c'est comme un merci. Merci d'avoir créé ce contenu, merci de m'avoir diverti 10 secondes, 30 secondes ou 1 minute 30. Voilà, je dis ça parce que c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, si je prends l'exemple de la plateforme YouTube, c'est assez ambivalent parce que ça nécessite vraiment beaucoup de temps de tournage, de montage. C'est vraiment énormément de travail pour beaucoup moins de visibilité, par exemple, que sur TikTok ou Instagram. C'est sûr que c'est dû au fait que voilà, TikTok a explosé ces dernières années grâce à la période Covid, etc. Et c'est top, c'est une nouvelle plateforme qu'il faut savoir appréhender, etc. Mais voilà, YouTube, c'est quand même des formats qui sont intéressants, qui permettent d'en savoir beaucoup plus sur les personnes. On peut prendre beaucoup plus le temps. Donc, vraiment donner de la force aux créateurs. Ils le font vraiment par passion, parce que je vous jure, pour tout le temps passé, voilà, c'est pas YouTube qui les rémunère le mieux, je vous assure. Et dites-vous que c'est vraiment grâce à vous qu'ils peuvent continuer de créer leur contenu. C'est un cercle vertueux qui va concerner autant les créateurs de contenu, les marques, que vous, les abonnés. Bon. Si vous avez vu des petits changements de lumière, c'est que ça fait un certain temps que je filme. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si je devais dire une conclusion, le marketing d'influence est un levier, un outil qui est extrêmement puissant pour les marques. C'est une opportunité pour les créateurs de contenu. Et si on couple le tout, c'est réellement un accélérateur pour la filière équestre. Mais ça, c'est à condition que ce soit construit ensemble de manière vertueuse et professionnelle. Bon, si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous avez apprécié. Et donc, je vous remercie pour ça. J'espère surtout que cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions en commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à vous abonner. C'est vrai que le dire paraît bête, mais le dire permet de rappeler aux gens de le faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faut donner de la force aux créateurs de contenu qui sont sur YouTube. Alors même si c'est pas mon métier principal de faire des vidéos sur YouTube, selon vos réactions, si on voit qu'il y a assez d'engagement, etc., puisque faut savoir que tout ça, ça prend du temps, et c'est du temps que je vais prendre en plus sur tout le travail que j'ai à faire avec l'agence, mais c'est avec plaisir que je le prends, certes. Voilà, ça mènera peut-être à d'autres contenus créés, mais ça dépendra de vous, car ces contenus, ça prend du temps, et si vous avez bien écouté la vidéo, vous savez ce que représente le temps. Voilà, je vous remercie, je sais absolument pas comment dire au revoir sur une vidéo, je vous dis à la prochaine.